Nous allons avoir la Banque interaméricaine de développement qui a toujours encouragé le sommet depuis des années. Et pour une présentation spéciale des activités, des opérations sur le terrain, on a eu une superbe présentation, on se rappelle, en début d'après-midi, et particulièrement sur les inégalités sociales au niveau de la région de l'Amérique latine et de la Caraïbe, un sujet que nous devons reprendre car Haïti reste l'un des pays les plus inégalitaires. Donc, nous allons passer la parole à M. Yvon Bélinger, qui est le représentant de la BID en Haïti, qui va nous présenter son équipe et qu'est-ce qu'elle réalise sur le terrain. On te salue, Yvon, depuis d'Haïti. Merci, Kessner. Autorité du gouvernement haïtien, du ministère des Finances et de la BRH, communauté financière et économique haïtienne, membres de la presse, partenaires de développement, mesdames et messieurs, bonsoir. Tout d'abord, je voulais remercier Monsieur Kessner-Farrell, représentant le groupe Croissance et son équipe et ses partenaires pour l'invitation qui nous a été faite de participer à ce sommet. Alors, nous sommes ici un groupe représentant IDB, représentant le groupe IDB, donc les trois branches, la branche souveraine, la BID, la branche innovation IDB Lab, BID Lab, avec Jean-Emmanuel Desmornes, pardon. Nous avons IDB Invest représenté ici par Kawala Jean. Et du côté de IDB, nous avons aussi Laura Gilles, économiste pays pour Haïti. C'est pour moi un grand plaisir de participer à déjà ce deuxième sommet international de la finance. J'avais pu participer déjà à l'édition 10, on est à la 11e déjà. Et effectivement, ça nous fait très plaisir de pouvoir appuyer, supporter cet événement très intéressant et dont l'objet pour cette édition, renforcer le capital humain en Haïti dans la perspective de post-Covid est tout à fait pertinent. C'est un thème qui reflète bien l'évolution des interventions du groupe de la BID en Haïti. Donc face à la situation de fragilité accrue que nous connaissons, une évolution depuis le financement des infrastructures vers une plus grande focalisation sur des investissements de développement du capital humain. Donc l'an dernier, le thème était financer la réponse Covid, financer la réponse et préparer l'après-crise. Et à cette occasion, j'avais présenté d'une manière assez exhaustive les réponses Covid-19 de la BID en Haïti. Mais c'était en fait des pistes, c'était des débuts, puisqu'on était en avril, on était au tout début de la manifestation de la pandémie. Donc la séance d'aujourd'hui nous permettra de faire le bilan de ces réponses, mais surtout de présenter ces changements d'orientation dans nos interventions. C'est important pour le futur et ce sont des changements qui sont destinés à répondre de manière plus opportune et plus pertinente aux nouveaux défis, enfin peut-être que nouveaux défis, l'exacerbation de certains de ces défis sociaux. Donc, sans plus attendre, je vais passer la parole à ma collègue, donc économiste pays Laura Alvarez-Gil, pour justement une présentation de ces défis. Et Laura pourra ainsi compléter la présentation que mentionnait Kessner, présentation qui a été faite plus tôt par Martha Ruiz et qui était en fait la présentation d'un rapport sur les inégalités sociales dans la région. Et après avoir laissé Laura parler, je reviendrai donc plus tard pour ma portion de présentation. À toi, Laura. Merci beaucoup, Yvon. Et bon après-midi à tous les monde, mesdames et messieurs, enchantée. Je suis Laura Gilles, économiste des pays de la Banque en Haïti, et je vais présenter le contexte socio-économique qui a changé un petit peu par rapport à l'année passée. Haïti détient le niveau de capital humain le plus faible de la région. Ces indicateurs montrent un niveau plus bas de capital humain que notre pays, de l'Amérique latine et du Caraïbes. Le faible niveau d'éducation, santé et d'assistance sociale par rapport aux niveaux mondiaux limite la productivité de la population, dégrade les niveaux de vie et soutient des niveaux de pauvreté.
Par exemple, un enfant qui est né en Haïti aujourd'hui aura une productivité 45% plus basse que si l'enfant avait une éducation complète et une bonne santé. Comme vous pouvez voir dans la table, les pays obtiennent une note faible dans l'indice de capital humain, 0,45, alors que la région d'Amérique latine et Caraïbes qui obtient 0,56. Cet indicateur est composé par diverses mesures d'éducation et de la santé pour 170 pays. Haïti est aussi classifié comme un pays avec un niveau de développement humain bas. L'indice de développement humain d'Haïti est 0,51 contre 0,77 de l'Amérique latine et des Caraïbes. Le classement attribué à Haïti est de 170 de 189 pays du monde. Le taux de pauvreté multidimensionnelle en Haïti est aussi plus haut au niveau de la pauvreté multidimensionnelle dans la région. Et le nombre d'années de scolarisation escomptées sont de 11,4 en Haïti par rapport à 12,1 dans la région d'Amérique latine et les Caraïbes. Donc, les niveaux de santé et d'éducation sont plus bas en Haïti que dans les autres pays de la région. Et une raison par laquelle nous pouvons voir ces résultats dans les indicateurs sociaux, c'est parce qu'il y a un bas niveau de dépenses sociales. Par exemple, les dépenses d'assistance sociale en Haïti sont de 0,2% de PIB par rapport à 1,4% de PIB en moyenne de la région d'Amérique latine et du Caraïbes. Bon, on parle de la COVID-19. La COVID-19 n'a pas épargné les pays, bien qu'il y ait moins de cas relatifs aux autres pays de la région. Haïti a enregistré un niveau bas de cas et de décès relatifs aux autres pays de la région. Le nombre de cas en Haïti, le nombre de cas confirmés est de 12 840 et le nombre de cas décès confirmés en Haïti est de 252. C'est plus bas par rapport au nombre de cas total dans l'Amérique latine et du Caraïbes, qui sont plus de 26 millions, et le nombre de décès qui arrive à 831 000. Bien que le fait que la COVID-19 en santé a été limitée en Haïti, la pandémie a eu un effet négatif sur des autres indicateurs sociaux de la production et de l'économie. Eh bien, quand nous voulons des indicateurs économiques, nous pouvons voir que la pandémie COVID-19 a eu un impact néfaste sur l'économie haïtienne. Haïti a enregistré une décroissance de 3,7% dans l'année fiscale 2020. Il a aussi enregistré un déficit budgétaire plus hausse, une baisse des exportations contrebalancée par une chute d'importation et une baisse des investissements publics qui peut avoir un effet négatif sur le niveau de développement humain. La pandémie a aussi frappé une économie haïtienne déjà vulnérable. Avant la pandémie, le pays a une crise sociopolitique grave et des manifestations répétées. L'économie avait aussi des vulnérabilités extrêmement sérieuses. Par exemple, le taux d'inflation était élevé et avait un effet négatif sur le prix des produits alimentaires et par conséquent sur le niveau de sécurité alimentaire. La collecte de revenus était faible et contribue à un déficit budgétaire. Il avait aussi un faible niveau d'accès aux services de base comme éducation, santé et assistance sociale. La pandémie a aggravé certains indicateurs sociaux pendant 2020 et risque à réduire la productivité de la prochaine génération de travailleurs. La PNUD a finalisé une nouvelle étude de l'impact de la pandémie en Haïti et a révélé que pendant la pandémie, la population expérimentait une détérioration de l'accès de l'accès aux soins de santé, une interruption d'accès aux services scolaires entre mars et août 2020, une consommation alimentaire inadéquate, une diminution de revenus suite à la pandémie, une hausse de l'insécurité alimentaire qui est très, très importante dans le contexte Haïti et très sévère,
et finalement une augmentation de la criminalité. Donc, comment a réagi le gouvernement? Le gouvernement a apporté des réponses à la crise socio-sanitaire et a utilisé de différentes manières pour répondre. Suite à l'enregistrement des premiers cas de la COVID-19 en Haïti, le gouvernement a apporté des réponses immédiates. Ils ont déclaré l'état d'urgence, ils ont approuvé un programme de transfert de cash à des ménages vulnérables et un soutien financier aux travailleurs du secteur textile, transport et des enseignants. En plus, ils ont décaissé près de 2,3 milliards d'euros haïtiens entre avril 2020 et février 2021 pour des initiatives de protection sociale. Le gouvernement aussi a lancé le plan de relance économique 2020 à 2023, le PREPOC, pour organiser les activités et les financements pour relancer l'économie pendant les prochaines 3 années. Le capital humain, c'est une partie clé dans ces plans. Le PREPOC veut adresser à la fois l'impact de la crise et les défis de développement au long terme. Un des 6 piliers du PREPOC est dédié au développement du capital humain et l'inclusion sociale spécifiquement. Donc, c'est très, très important pour les plans de relancement économique pendant les prochains 3 ans. Un total de 91 milliards d'euros haïtiens est aussi alloué à ces piliers. Et ça, c'est 26% du budget total du PREPOC. Donc, comme j'ai expliqué dans cette présentation, le contexte socio-économique a changé par rapport à l'année passée. Le gouvernement a réagi et le lancement du PREPOC a commencé à préparer les plans et les réponses pour l'avenir. Merci beaucoup. Merci Laura pour cette perspective qui, d'une certaine manière, comme tu le disais, est à la base des orientations prises par la BID de concert avec le gouvernement au travers du ministère des Finances pour en fait répondre à ces défis. Alors comme indiqué auparavant, je commencerai par la réponse de la BID au travers de son appui au travers du gouvernement haïtien, donc la fenêtre souveraine. Donc next slide, le slide suivant. Merci. Alors, les réponses de la Banque interaméricaine de développement dans ce contexte de fragilité accrue. Alors, quelques particularités. Donc, un mix d'instruments comme utilisation de projets existants, réallocation de portefeuille, des nouveaux projets spécifiques de réponse Covid, prototypes, des formats de projets qui ont été développés par la BID spécifiquement en réponse à la pandémie, et tout ceci avec une orientation sociale plus forte. Donc, l'évolution du secteur social dans notre portefeuille, donc avec les sous-secteurs éducation, santé, population vulnérable, notre portefeuille est passé de 7% à 17% au cours de 2020. Donc c'est assez significatif sur une année, sachant que nous avons quand même un portefeuille de 1,3 milliard que l'on traîne, quoi. Donc ce qui me permet de rajouter une petite mention, l'infrastructure reste toujours prédominante, avec 70%, mais on a réellement une montée en puissance de nos apports aux secteurs sociaux. Donc l'objectif, bien sûr, est de parvenir plus directement aux bénéficiaires, et ceci donc au travers de partenariats avec des agences spécialisées et des organisations qui disposent de capacités d'intervention prouvées dans le pays. Donc ça nous permet d'atteindre rapidement les bénéficiaires. Aussi une intervention avec des approches basées sur les communautés et sur la participation du secteur privé.
Donc vous voyez un petit peu les différents axes. Et alors, ce qui nous fait quand même plaisir, c'est que les résultats opérationnels ont été au rendez-vous. Nous avons pu constater en 2020 une meilleure efficacité dans l'exécution de notre portefeuille. Donc un décaissement 2020 2 fois supérieur à celui de 2019. Mais vous vous souviendrez que 2019 avait aussi subi des contraintes, les contraintes liées au pays LOC. Alors, on continue à reconnaître nos difficultés dans l'exécution des projets d'infrastructure. Dans de nombreux cas, on a été limité dans les accès. Certaines entreprises ont arrêté leurs prestations, etc. Mais donc pour compléter les chiffres, en 2020, nous avons pu décaisser 61 millions de dollars en réponse direct Covid, c'est-à-dire en dehors de tout ce qui est projet traditionnel. Donc 61 millions. Donc qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu une agilité et adaptabilité. Donc la leçon pour nous, c'est qu'il faut continuer à être agile et adaptable. On a eu la possibilité de le faire parce que le board nous a demandé de réagir très fortement au travers de tout le groupe sur toute la région pour répondre aux demandes des gouvernements, aux difficultés. Mais il faut qu'on maintienne cette dynamique, agilité, adaptabilité. Donc slide suivant. Et là, je vais essayer d'aller un peu plus vite. Excusez-moi de prendre un peu trop de temps. Alors, comment s'est matérialisée cette aide ? Donc, au travers de 10 millions de réallocations. Alors, quelques résultats quand même. 1,3 million d'étudiants ont pu avoir accès à des alternatives d'éducation à distance. 400 professeurs entraînés pour appuyer cet apprentissage à distance. Ceci avec le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. On a pu créer des points d'eau pour le lavage des mains dans les espaces publics, délivrer de l'eau aux hôpitaux, appuyer les centres techniques de l'eau, ceci avec la DINEPA. On a créé également un fonds de soutien pour les PME du secteur tourisme dans le Sud, avec le ministère du Tourisme bien entendu, et nous avons pu aussi appuyer le programme SPICH de l'OPS avec le ministère de la Santé publique et de la Population pour réagir rapidement aux contraintes de santé. On a également approuvé un nouveau programme de 60 millions de dollars pour les populations vulnérables. Ce programme qui a été approuvé en 2020 est en pleine exécution et on devrait terminer son exécution en juillet-août. Donc l'exécution se fait au travers du FAES en partenariat avec des opérateurs spécialisés comme World Food Programme, le Programme mondial de l'alimentation, Une opération santé, donc, qui est une reformulation pour un montant de 27 millions, mais qui a aussi été approuvée en 2020, qui est en exécution avec le ministère de la Santé publique et de la Population, en partenariat avec l'OPS, l'UNOPS et Partners in Health, Amis de la Santé. Et également au travers d'activités de réponse au Covid dans le cadre des projets déjà approuvés, filet de sécurité FAES, projet agricole PITAG avec le ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles, ainsi qu'un support au centre de facilitation des investissements. Slide suivante, s'il te plaît, Laura. Donc, plus important, les perspectives pour 2021. Donc, comme Laura disait, le gouvernement a établi un plan de relance économique post-Covid, le PREPOC, et dans le cadre de la réorientation vers le secteur social que nous avons une opération qualité de l'éducation qui va être approuvée, une opération qui d'un certain montant avec des cofinancements, une seconde opération d'appui direct aux populations vulnérables. Donc l'opération éducation c'est 50 plus probablement 10. Une seconde opération d'appui direct aux populations vulnérables, celle dont je parlais plus tôt, donc dans la continuité de celle qui est en exécution avec le Programme mondial de l'alimentation, le Bureau de nutrition et de développement, l'Association des volontaires du service international. Alors là, pour 70 millions, une opération d'agriculture de 60 millions pour lutter contre l'insécurité alimentaire. Alors il y a toutes les chaînes de distribution aussi, l'accès au marché, et une opération d'infrastructure productive
Alors, toutes ces opérations, comme vous le voyez, incluent des schémas d'exécution agile pour des résultats et des impacts plus rapides. Donc, j'ai donc terminé ma partie de la présentation. Donc maintenant, ça sera la réponse du BID Lab, le laboratoire d'innovation de la BID. Donc, et elle sera à charge de Jean-Emmanuel Desmordes. À toi, Jean-Emmanuel. Merci Yvon, merci. Bonsoir à tous et à toutes. Et j'aimerais aussi profiter pour remercier le groupe Croissance de nous accorder cet espace aujourd'hui. Donc, je m'appelle Jean-Emmanuel Desmordes et je suis en charge du portefeuille du BID Lab en Haïti. Et donc, c'est quoi le BID Lab? Le BID Lab est aussi connu sous son ancien nom, FOMIN. Et c'est donc le laboratoire d'innovation dans le secteur privé du groupe BID. Nous sommes un fonds multilatéral qui mobilise divers investissements pour cofinancer des projets innovants avec un impact social clé. Et dans les 26 pays importeurs, dont aussi éventuellement Haïti. Notre objectif en tant que bailleur est que nos projets soient financièrement durables et puissent ensuite continuer à se développer par eux-mêmes sans apport de financement extérieur. Donc le but étant vraiment d'amorcer le projet pour ensuite le laisser grandir par lui-même en suivant son propre business model. Okay, comme vous pouvez le voir, nos financements sont au maximum de 1,5 et comme j'ai mentionné, il y a toujours une contrepartie de plus ou moins 50%. Et nos projets durent en moyenne 3 ans. Prochaine diapositive. Donc, comme je l'ai dit, notre prochaine dia, merci. Comme je l'ai dit, notre objectif est de supporter les projets financièrement durables, soit de vrais business models. On a plusieurs produits, donc on a en termes de financement, ça peut se faire via des dons à des ONG, des centres de recherche, des universités, entreprises sociales, ou encore via des prêts ou d'autres véhicules financiers un peu plus flexibles. Je ne vais pas donner les détails trop, mais comme les Contingency Recovery Grants ou des fonds de capital ou des incentives à impact social ou pour des agreements for future equity. Donc, on a différents produits financiers assez flexibles. Mais aussi, on n'a pas que un support financier, parce que BID Lab aussi partage aussi beaucoup de ses connaissances, son expertise et ses bonnes pratiques en matière de développement, mais aussi permet aussi de profiter de son réseau de partenaires locaux et internationaux pour aider à des initiatives locales de grandir. Okay. Prochaine dia. Et donc, investir dans le capital humain a toujours été une priorité pour le BID Lab, même avant la pandémie. Donc, à titre d'exemple, on va faire 2 exemples rapides. À titre d'exemple, nous avons investi dans le projet Seed Hub, qui est un prototype, comme Yvon l'avait mentionné tout à l'heure dans sa présentation, qui est un prototype de 120 000 en collaboration avec le secteur public de la BID d'eau et assainissement et avec le Centre haïtien du leadership et de l'excellence clé pour établir un centre d'énergie dans la communauté Tapul Samedi, qui est une communauté très éloignée et très défavorable, qui pour fournir de l'eau et de l'électricité aux ménages et donne la possibilité aux petits entrepreneurs de développer leur activité en utilisant cette infrastructure nouvellement fournie. Donc, dans le cadre de ce projet, plus de 50 leaders locaux sont formés pour vraiment prendre part et être les champions de cette initiative, et 10 petites entreprises sont supportées pour profiter de cette nouvelle infrastructure en eau et en énergie pour leur permettre de grandir et de créer de la richesse dans la zone. Prochaine diapositive. Et un autre exemple est le projet Vetiver Forward, qui est un partenariat entre BID Lab et AFR International pour promouvoir l'inclusion et améliorer la position des petits exploitants agricoles dans la chaîne de valeur. Le résultat attendu est l'augmentation des revenus des producteurs de vétiver en facilitant l'accès au marché de grande valeur, aux intrants, aux services techniques et aux formations commerciales. Donc, l'innovation du projet est l'introduction d'un outil numérique de gestion
de la chaîne d'approvisionnement qui sera utilisée par les coopératives de vétiver pour gérer et coordonner tous les aspects de leurs opérations. Donc, c'est vraiment comment utiliser l'innovation et la technologie pour investir dans le capital humain dans les régions plus défavorisées en Haïti. Donc, ce sont ces deux exemples, mais en considérant le contexte de la pandémie actuelle, le BidLab est certainement aligné avec le PEPOC et où nous priorisons certaines thématiques et outils financiers, notamment, bien sûr, la relance économique post-Covid, le soutien à la digitalisation des PME, la formation de nouvelles technologies, l'agriculture innovante. Et comme nouveau outil, aussi, on aura une priorité pour les programmes basés sur les résultats, ou outcome-based financing. Donc, c'est tout pour moi. Je passe la parole à Kawala. Je vais intervenir quand même, Jean-Emmanuel, 2 minutes, parce que tout à l'heure je parlais d'agilité. C'est vraiment une particularité de BidLab, réagir rapidement aux besoins, aux sollicitations. Et en fait, comme le disait Jean-Emmanuel, c'est demand-based, quoi. C'est vraiment, ça répond. Et cette agilité, on tente de l'intégrer au niveau du groupe. Je voulais aussi insister sur un des objectifs de BidLab, donc c'est piloter des projets qui peuvent ensuite être repris à une échelle plus importante par la BID ou par d'autres intervenants. Donc c'est un outil extrêmement puissant dont nous disposons et de nombreux projets qui sont fantastiques et très intéressants. Mais maintenant, donc, passons. Donc, merci Jean-Emmanuel. Et maintenant, on va passer à la présentation de BidInvest. Alors, BidInvest, le bras de financement du secteur privé de la BID. Et cette présentation sera à la charge de Kawala Jean. À toi, Kawala. Merci beaucoup. Et je vais aussi profiter pour remercier le groupe Croissance, Profinlab BRH, parce que je pense que ce type de plateforme est très important et très intéressant et nous permet un petit peu de présenter présenter peut-être au public ce que la BID fait non seulement du côté secteur public et peut-être aussi du côté secteur privé un petit peu moins connu. Donc, la prochaine diapo, Laura, s'il te plaît. D'accord. Donc, je ne vais pas rentrer dans énormément de détails par rapport à ce que nous offrons par rapport à nos produits. On offre essentiellement des produits de dette et aussi un petit peu d'équité pour des financements privés. Donc, on travaille exclusivement avec ce qu'on qualifiera de grandes entreprises. La BID, comme ça a été mentionné, est divisée entre le secteur public et le secteur privé. La branche du secteur privé est la BidLab, comme Jean-Emmanuel vient de le présenter, et la BidInvest. Là, c'est la différence entre ces deux branches est un petit peu la segmentation, donc le type de clientèle qu'on dessert. Donc, comme Jean-Emmanuel l'a présenté dans ses slides un petit peu plus tôt, la BidLab travaille avec des entreprises qui peuvent être qualifiées de plus de PME avec des montants à financer entre 1,5 et moins environ, et tandis que nous, on démarre un petit peu à 1,5-2 millions. Donc, on cible vraiment les grandes entreprises. Donc, la mission de la BidInvest, ce n'est pas uniquement offrir du financement au secteur privé, mais c'est d'essayer de capitaliser le secteur privé et pour essayer de supporter le développement du pays. Donc, essayer de passer à travers le secteur privé. Et comment on le fait? Comme je dis, c'est un petit peu plus que du financement. C'est vraiment un support qui est très holistique et qui implique ce facteur de capital humain, mais aussi le renforcement de ces entreprises-là. Donc, on travaille dans différents secteurs et agriculture, manufacture, électricité, institutions financières. On a déjà eu on a décaissé des financements dans ces différents secteurs et ce qu'on essaie de prioriser, surtout dans ce contexte de Covid et de ralentissement économique aussi en Haïti, sont
l'intégration de ces entreprises-là à la région. Donc, si on peut favoriser, les supporter à l'exportation ou à la création de différents vecteurs commerciaux pour des échanges commerciaux, l'inclusion sociale et la préservation de l'environnement. On essaie vraiment de pousser des transactions qui incluent de l'énergie verte, etc. Et il y a quand même une réponse en Haïti vu la demande d'entreprises privées et en matière d'énergie. La prochaine slide. Donc, ce qu'on a réalisé un petit peu pour l'année dernière était difficile, l'année d'avant était difficile, mais au sommet de la finance l'année dernière, j'avais présenté un petit peu les stratégies qu'on avait mis en place régionalement pour supporter les entreprises et le secteur privé dans le contexte du Covid. Donc, un des produits qu'on a essayé de pousser le plus étaient les produits qui avaient attrait aux besoins de fonds de roulement des entreprises, parce qu'au début du Covid, on a eu cette demande au niveau de nos clients qu'il y avait vraiment des besoins de liquidité. Et on a mis en place aussi des processus d'approbation simplifiés de manière à être beaucoup plus flexible et beaucoup plus diligent. L'année dernière, on a déboursé 3,2 millions de dollars dans des projets et cette année, on projette, pas cette année, pour le premier et le deuxième trimestre 2021, on projette 5,5 millions dont il y a 1,5 qui ont déjà été déboursés. Et ce qu'on a fait aussi pour 2020, c'est qu'on a eu des rencontres avec le secteur privé pour un petit peu analyser le problème de l'amont et de comprendre les besoins des PME, de comprendre la réalité des PME, parce que les PME, ils se plaignaient pas en début d'année dernière uniquement du Covid, ils se plaignaient aussi de la situation du pays et l'impact sur leurs opérations. Donc, avec ça, on a recueilli leurs doléances et un petit peu leurs suggestions sur comment on pourrait les aider. Et on a essayé d'implémenter et on va implémenter certains changements dans non seulement nos procédures, mais aussi pour nos produits. Et ces focus groups, ces rencontres avec les PME ont aussi été partagées avec le secteur public, avec le gouvernement, ministère des Finances, ministère du Commerce, BRH, etc., de manière à ce qu'eux aussi ils aient ces informations-là pour pouvoir avoir une réponse aussi parallèle à la réponse du secteur privé. Prochaine slide. Donc, qu'est-ce qu'on d'ordre général? Je vais juste parler d'ordre général, comment on fait pour renforcer, quelles sont nos actions pour renforcer le capital humain. Et je donnerai un exemple d'une de nos dernières transactions qu'on va finaliser. Donc, d'ordre général, on essaie de toujours supporter, de faire plus que financer, comme j'ai dit. Donc, on offre de l'assistance technique aussi. Et on regarde et on travaille avec l'entreprise de manière holistique. Donc, on regarde vraiment non seulement leurs besoins en financement, mais comment l'entreprise opère, comment l'entreprise interagit avec ses clients, comment l'entreprise interagit avec ses fournisseurs et comment on peut améliorer toute la chaîne. Donc, en faisant ça, la plupart du temps, on identifie des possibilités de renforcement et à travers ces opportunités de renforcement, on peut soutenir les entreprises pour développer leurs capacités internes. On essaie toujours quand il y a de renforcer leurs capacités institutionnelles, ça c'est très important, et de les mettre sur un niveau international, indépendamment des secteurs, et aussi d'essayer de renforcer, dépendamment des cas, la formation des employés actuels. Donc, prochaine slide, s'il te plaît, et dernière. Donc, je vais juste parler un petit peu d'un exemple récent, donc un projet qu'on va clôturer sous peu. Donc, on a travaillé avec une institution financière locale pour leur offrir
une assistance technique qui cible le renforcement de leurs services non financiers. Donc, ils desservent les clients non seulement avec des prêts et d'autres types de produits financiers, mais on a essayé on va renforcer leurs services non financiers de manière à cibler deux choses: l'apprentissage numérique et aussi la participation des femmes dans les PME et l'augmentation et le renforcement de la participation des femmes dans les PME. On a aussi un programme pour convertir toute la méthodologie écrite ou non écrite en format entièrement numérique et interactif. Une chose qui est très intéressante aussi, qui se fait pas nécessairement souvent avec les institutions financières, c'est qu'on va faire un suivi des prêts qui sont déboursés et on va faire un diagnostic de l'impact de ces prêts-là à leurs clients, donc aux PME qui sont récipiendaires de ces prêts, et de voir l'évolution de ces PME et de pouvoir mettre en place comme c'est une base de données de l'impact de ces financements-là sur les clients. Donc, je trouve ça c'est super intéressant, non seulement par rapport à la collecte de ces données qui peut un petit peu voir la croissance de cette entreprise et l'impact du financement. Est-ce que les financements devraient être augmentés, diminués? Est-ce que les termes devraient être allongés, etc. Donc, ça nous permet de vraiment avoir une approche très scientifique dans un sens de l'impact des prêts qu'on finance à travers cette institution financière-là ou qu'eux, ils financent directement à leurs clients. Et le dernier point d'assistance technique qu'on fait pour les supporter est une analyse complète et un plan d'action par rapport aux pratiques de tout ce qui est blanchiment, know your client, vérification de l'identité des clients, etc. Et anti-terroriste, counter-terrorism financing, anti-terroriste. Donc, tous ces aspects-là sont excessivement importants pour Haïti et pour la région. Donc, on va permettre à cette entreprise, à cette institution financière de pouvoir vraiment analyser et identifier ce qui doit être corrigé et implémenter des mesures correctives, ce qui va leur permettre d'avoir un niveau de conformité par rapport à ces points-là international. Et ça permet aussi de renforcer le système parce que avoir des joueurs qui rencontrent ces critères-là est excessivement important dans ce contexte de de-risking qu'on est en train de vivre, non seulement en Haïti, mais aussi dans la région. Donc, c'était l'exemple que j'avais. On a plusieurs exemples parce qu'on travaille dans différents domaines, que ça soit le secteur énergétique, que ça soit le secteur agriculture. Mais je voulais juste qu'on parle d'un exemple. Ça, c'est un exemple qui est très récent et qui est pertinent, je pense, dans ce contexte de sommet de finances. Et donc, c'est ça pour moi. Merci, Laura. Merci Kawala pour cette présentation réellement très instructive. Et aussi, merci d'avoir insisté sur le fait que BidInvest propose bien sûr des ressources financières, mais aussi tente de créer de la valeur ajoutée pour le secteur privé. Une recherche permanente de création de valeur. Et je voulais aussi profiter rapidement pour insister sur des expertises très pointues que IDB Invest possède et qu'on peut mettre à disposition, bien entendu, sur les financements structurés et sur les obligations vertes ou thématiques. Alors, on pourra en reparler, on pourra voir quels sont les intervenants, on pourra avoir des échanges probablement avec la BRH au début, mais il y a tout un espace de travail et BidInvest pourra accompagner le pays également. Donc, voici donc pour notre présentation du groupe BID. Over to you, Kastner. Nous restons disponibles pour des questions additionnelles. Et tout à fait. Et on aimerait savoir le montant qui est engagé, par exemple, sur une année pour Haïti. J'ai entendu un chiffre d'1 milliard, donc j'aimerais avoir le chiffre. Et dans quel secteur spécifique, vous venez de le dire, mais qu'on pourrait résumer en quelque sorte le montant et les secteurs ciblés en Haïti. Alors,
sur IDB, sur IDB, je peux répondre très rapidement. Donc, vous vous souvenez, on a les 2 milliards qui ont été engagés, qui doivent être engagés sur 10 ans pour Haïti, dans un fonds de donation, le GRF comme on l'appelle. Donc là-dessus, on a déjà compromis 1,7 milliard, 1,600 milliard, 1,7 milliard. Il reste 340 millions à compromettre là-dessus. Et cette année, notre programme d'approbation, c'est une excellente question, Kastner, en fait, parce que il faut être clair. Donc, notre programme d'approbation est de 245 millions. Donc ça, ce sont les projets que l'on va mettre dans notre pipeline et qu'on va exécuter sur plusieurs années. Notre exécution, nos décaissements ont été de 121 millions en 2020. Donc ça, c'est ce qu'on a effectivement transféré et c'est ce qui a effectivement eu un impact. Est-ce que c'était plus clair, Kastner? Oui, très bien. Donc ça veut dire que le montant qui était engagé, on a décaissé pas le montant total, semble-t-il. Non. Alors, on a toujours ce problème de de solde non exécuté, très largement un portfolio d'infrastructures dont je parlais d'ailleurs l'an dernier. Donc, sur ce portfolio, comme je disais, 700 millions à exécuter encore. Je comprends bien. Donc, ça, c'est de l'argent qu'on a engagé et c'est de l'argent qu'on va exécuter au cours des prochaines années et on espère accélérer notre rythme de décaissement pour pouvoir avoir les produits, les activités correspondantes et donc les impacts correspondants. Très bien. Pour l'économiste qui est attaché à Haïti, on sait bien que la Banque mondiale, le Fonds monétaire international font des prévisions. Est-ce que de votre côté, à la Banque interaméricaine de développement, il y a des prévisions qui sont faites sur la croissance économique, le produit intérieur brut? Est-ce qu'on a un chiffre pour 2021 pour Haïti? Merci, Kastner. Oui, dans l'équipe d'économistes de la Banque interaméricaine de développement, nous sommes en train de développer de nouveaux instruments pour faire des prévisions économiques. Et maintenant, nous sommes en train d'appliquer ces instruments, par exemple, de nowcasting aux autres différents pays de la région. Nous avons déjà fait pour Belize et Salvador. Et nous voulons l'appliquer au contexte Haïti cette année ou l'année prochaine. Et normalement, nous comparons notre prévision avec des autres institutions et nous sommes d'accord. Nous pensons que cette année, nous pensons que la croissance sera de 0,5% à 1% pour l'année fiscale 2021. Mais c'est difficile de savoir aussi. Ça dépend surtout de l'évolution de la pandémie au niveau mondial et aussi de l'évolution du contexte socio-politique en Haïti. Donc si on comprend bien, pour l'exercice fiscal 2020-2021, la fourchette c'est de 0,5 à 1%. Plus ou moins, oui. Ce sont les dernières estimations que nous avons faites. Et nous sommes d'accord généralement avec le FMI et la Banque mondiale. Merci. Merci à toute l'équipe. Yvon, vous avez un dernier mot? Non, tous nos remerciements. Je crois que les collègues se sont fait écho de l'importance de ce type d'événement. Nous vous remercions de nous avoir invités et sommes ravis d'avoir pu présenter un peu ce que l'on a fait parce que ça nous donne de notre côté des éléments positifs pour regarder le futur, un futur qui nous préoccupe tous, mais un futur dans lequel de notre côté nous devrions être capables de continuer à exercer notre mandat et accéder aux populations les plus vulnérables de la meilleure façon possible. De notre côté, on vous remercie certainement car la BID a eu deux grandes présentations. Une présentation au niveau de la région, ce qui se passe au niveau des inégalités et les opérations de terrain. Donc vraiment,
On sait que la BID est un acteur important en Haïti. Haïti est un membre de l'institution. Ça a été un plaisir de collaborer avec vous encore cette année pour la 11e édition du Sommet international de la finance. Merci Kastner, merci beaucoup, merci à toute l'équipe. Merci. Merci. Merci Kastner. Ouais, Laura, Emmanuel. Voilà, chers amis, c'était bien la toute première journée de la 11e édition du Sommet international de la finance. Ça a été une longue journée, il nous reste encore 2. Nous serons avec vous demain et pour la 2e journée. On va se concentrer beaucoup plus sur l'éducation. Cette première journée était dominée par la santé avec les 2 invités d'honneur, Dr Paul Farmer et Dr William Pape, et que nous avons honoré certainement avec 2 documentaires que vous aurez l'opportunité de voir demain encore. Et jeudi, on aura beaucoup d'activités également sur le système bancaire, les coopératives. Donc c'est 3 jours au complet. Et jeudi, il y aura la FinTech qui sera la dernière journée du sommet. Merci, à demain.